Bonsoir ou bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude, mais aujourd'hui avec deux personnes de notre pays qui écrivent, qui sont écrivains, on va le dire comme ça. Hein? Ils vous diront s'ils acceptent cette dénomination, pour nous parler d'une vision de l'identité, d'une manière d'appréhender le pays, le territoire, la personne martiniquaise qui sont... Voilà, deux visions assez opposées, donc je vais les faire dialoguer. Ils ne se connaissent pas vraiment, mais vous verrez, je pense que c'est de cette rencontre un peu inorganisée, très très spontanée, que naîtra peut-être un dialogue qui, à mon avis, pourrait être fructueux. Donc je vous les confie. Je vais essayer d'être l'intermédiaire entre eux et vous, hein, pour les faire parler pour vous. Et puis, si vous voulez faire remonter des avis, les contacter, ils ont des pages Facebook, hein, chacun. Et puis, il y a aussi Zouk TV qui peut recevoir vos demandes. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite de passer de très bons moments, ou un très bon moment avec chacun d'eux. Donc, de très bons moments avec chacun séparément. Et puis, avec nous, toi. À bientôt, après l'émission, pour vos remontées éventuelles. D'accord? Voilà, donc Clarisse, je vous ai déjà présenté une fois aux téléspectateurs. Donc, je ne sais pas s'ils s'en rappellent, mais si vous voulez le refaire. Oui, j'ai la grippe et j'ai peur de tousser. Je suis Clarisse Bagueux-Dubosc, je suis cinéaste, écrivain et je suis peintre aussi. Voilà. Donc, je vous avais présenté Clarisse lorsqu'on avait parlé de ses films, parce qu'elle vous a dit qu'elle est cinéaste, mais sa fille aussi. Vous vous rappelez des 16 de Basse-Pointe, de l'affaire de l'Ojam, etc. Hein, c'est sa fille. Vous voulez nous rappeler son nom? Camille Mauduèche. Voilà. Hein, vous vous rappelez de Camille Mauduèche? Donc c'est la fille de Clarisse. Et Clarisse fait également des films. Alors vous serez un peu indulgent avec elle parce qu'elle est enrhumée. Donc elle va tousser un petit peu, mais c'est pas bien grave. Et puis elle peint. Donc je vous avais présenté ses tableaux lors de cette émission, et elle organise donc des expositions. Donc si vous voulez la rencontrer sur Facebook, c'est comment s'appelle votre galerie? La galerie Toute Couleur, mais je tiens à dire que je ne l'ai plus parce que je l'ai cédée à Jean-Claude Marie. D'accord. Donc, voilà. Mais cette galerie, mais on peut voir depuis 3-4 mois, mais on peut y voir vos œuvres. Voilà. Donc la galerie Toute Couleur au Toisillet, c'est ça? Au Toisillet. Au village de la Poterie. Et puis, donc vous écrivez celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui, chers amis. C'est le 4e. Non, le 3e. Ah, c'est le 3e, je vais trop vite. C'est le 3e, pourtant je les ai lus, j'ai lu les 2 premiers. Donc le 3e s'appelle Laissez-la chanter, paru chez l'Harmattan cette année, donc c'est tout récent. Et nous allons en parler. C'est un roman. C'est un roman qui est très, très fortement enraciné dans nos messes, dans nos vieilles messes, dans nos racismes au quotidien et parfois, dans nos haïssances, auto-haïssances. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Et puis, j'ai, donc, pour la première fois, mais il ne passe pas pour la première fois dans vos médias, vous l'avez déjà vu, c'est monsieur, donc, Arthur Briand. Quand j'ai cherché votre nom, d'ailleurs, on m'a renvoyé des célébrités du XVIIIe siècle, parce que vous avez des homonymes, ou en tout cas vous êtes homonyme de plusieurs Arthur. Même sur LinkedIn, on m'a envoyé un Arthur Briand totalement, enfin pas vous quoi. Alors vous voulez vous présenter aux téléspectateurs? Arthur Briand, enseignant et poète aussi. Enseignant et poète, bon, plus que ça, je crois. J'ai vu beaucoup de choses quand on a essayé de vous présenter en tant que sportif, en dehors de votre activité d'enseignant. Oui, effectivement, je suis éducateur sportif dans le domaine du cyclisme depuis près d'une trentaine d'années.
Ah oui. Ce qui fait qu'effectivement, je suis souvent sur les médias à ce titre, le Tour cycliste ou les grandes courses. Mais ça, c'est une activité annexe. C'est une activité annexe. Votre activité principale, c'est? C'est l'enseignement et puis l'écriture aujourd'hui. C'est l'enseignement et l'écriture. Et j'ai compris que vous avez été touché par le virus et que vous avez envie désormais d'écrire encore plus que vous ne le faites parce que vous en êtes, vous, à votre troisième production. Oh, c'est intéressant. Heureuse coïncidence. Donc, j'ai vu, donc, on va donner les titres de vos livres tout à l'heure pour que, si les téléspectateurs veulent les acheter, les lire, éventuellement entrer en relation avec vous, qu'ils puissent le faire, d'accord? Je ne sais pas, on n'a pas pris vos coordonnées téléphoniques, mais dans l'émission, à la fin de l'émission, vous pourrez les donner, puisque ça serait aussi une manière de garder le contact avec ceux que vous allez intéresser aujourd'hui. Alors, vous savez pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes invité? C'est que c'est pour la présentation de l'ouvrage « Je suis un cri ». Je voulais parler de « Je suis un cri » et puis j'ai découvert que vous en avez un autre qui est Nouvelle de la dernière lunaison, mais qui est donc le dernier. Le dernier, il est sorti juste en début décembre. Qui va sortir donc. Il est sorti en début décembre. Il est déjà en librairie? Non. Pas encore sur la place, mais j'ai commencé la diffusion. D'accord. Et puis vous avez Je suis un cri, donc c'est celui qu'on va essayer de présenter, et un autre. Le premier, Une date repère, paru en 2014. Voilà. Et voilà. Moi j'ai noté donc des petites remarques que je vais vous poser tout à l'heure. Donc 3 ouvrages chacun. Clarisse, est-ce qu'on peut rappeler le titre des vôtres? Donc le premier, c'est. Le premier, c'est Buisson joyeux. Buisson joyeux. Que j'ai écrit en 2013. Oui. Après, c'est Lucie solitaire. Lucie solitaire. Édité chez l'Harmattan. Buisson joyeux était édité chez Ibis Rouge. Voilà. Et les 2 autres chez l'Harmattan. Voilà. Et vous aussi, vos 3 ouvrages chez l'Harmattan. Alors, ce qui est intéressant, le premier de vos ouvrages, Clarisse, est une forme d'autobiographie. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, oui. Et qui se passe, une jeune fille, donc moi, à Paris, en Indochine, un petit peu ça. Votre trajectoire de jeune femme, avant d'arriver à Paris et d'y vivre. Oui, et à Paris. Voilà. Le roman se passe à Paris. Voilà. Et en Indochine, puisque j'ai vécu en Indochine. D'accord. Et c'est toute cette enfance d'une jeune fille à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, où elle quitte Paris. D'accord. Donc vous romancez. Alors voilà. Donc chers amis, nous allons entrer dans le vif du sujet et demander donc à Clarisse de nous expliquer le titre de son roman. Vous l'appelez roman, Clarisse? Oui, absolument. D'accord. Donc c'est un roman, c'est pas un récit. Vous l'appelez donc Laissez-la chanter. C'est un livre de femmes, un livre sur les femmes. Sur les femmes, un livre de femmes, oui, puisque je suis une femme. Et c'est un livre sur les femmes et c'est surtout un livre qui me tient à cœur parce qu'il y a très longtemps que je voulais écrire tous mes ouvrages, mes films, ma peinture. Vos tableaux, sont toujours sur les femmes. Mais je voulais écrire les femmes à la Martinique pendant les années 1930. Et Laissez-la chanter, je peux devancer un petit peu, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que laissez-la vivre, laissez-la respirer, laissez-les respirer, laissez-les vivre, laissez-les faire... C'est un cri de... Oui, c'est un cri, mais c'est un cri d'amour aussi. C'est un cri d'amour, c'est un cri de reconnaissance. D'accord. Parce que c'est un... Je pourrais bien vous en parler parce que je tiens absolument à ce roman profondément. Je l'ai écrit avec beaucoup de conviction et je m'engage complètement dans tout ce que j'ai dit. Oui. Mais donc c'est un livre de femmes et c'est un livre sur les femmes de toutes conditions. Oui, absolument. Voilà, donc ma question c'était, est-ce qu'on peut vraiment parler des femmes de toutes les conditions? J'allais trouver le ton juste, savoir évoquer leur quotidien, leurs rêves, etc. de la bonne façon? Ou est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi un petit peu de les folkloriser? Non?
Non, je ne ressens pas ça du tout. C'est un film sur les femmes de toutes les commissions, mais enfin, le personnage dont je me sers, qui s'appelle Louise, il y a 4 femmes. Il y a Jeanne, Louise, Renée, Amélie. Ces 4 femmes, et surtout Louise, qui est le personnage principal qui guide le roman, est de condition de petite bourgeoisie de ces années-là. Oui. Je la fais évoluer, si vous voulez, comment je pourrais dire, elle démarre, je veux faire passer dans ce roman la condition des femmes, et je veux aussi les faire, la révolte des femmes. Vous l'avez lu, Juliette, donc on sent dans le roman un début de jeune fille qui s'appelle Louise, assez embourgeoisée, la médisance, je veux faire passer aussi de cette médisance qu'il y a dans ce pays et ailleurs peut-être, mais nous parlons de la Martinique puisqu'on est martiniquais. Et à partir de là, je veux que le personnage se révolte contre ça, de la manière dont elle a envie de se révolter, comme dans le livre puisqu'on en parlera, et je veux faire sentir au lecteur que c'est quelque chose de dangereux. De dangereux, oui. La médisance. La médisance, c'est dangereuse, oui. D'accord. Donc, c'est elle qui commence à être dans une posture totalement de juge vis-à-vis de sa mère. Absolument. Donc, vous ouvrez l'ouvrage sur une scène d'amour, ou en tout cas une relation sexuelle entre sa mère et quelqu'un dont on ne sait rien, puisque elle est censée être une femme qui vit sa vie. Alors, donc, la question, c'était... moi, je trouve intéressant cette manière de vouloir parler de la femme. De toute façon, il y a 1000 façons de le faire. Vous l'avez fait en partant de considérations de race et de classe qu'il faut qu'on fasse émerger. Mais moi, la volonté que vous aviez de faire exister toutes ces femmes-là, c'était à quoi ça correspondait dans un même récit et dans une situation où il n'y a pas de place pour que chacune exprime je vais presque dire, son identité de catégorie sociale et socio-professionnelle, et y compris, entre guillemets, raciale. Donc, c'est intéressant, mais je crois que la femme petite bourgeoise qui est au centre du roman, qui est pleine de paradoxes. Elle s'appelle Louise, bien sûr. Racialement, vous l'avez située aussi, c'est une Chapekuli, et puisqu'elle a une mère indienne. La question, c'est après, je ne comprends pas le lien avec ses sœurs, puisque les sœurs ne sont pas présentées comme des indiennes. Non, elle n'a pas de sœurs. Enfin, Louise va chez, pas une sœur, enfin, c'est de la famille de sœurs. Non, c'est tante. Chez tante, mais ce sont les sœurs, ce sont les sœurs de sa mère. Du père qui est mort. D'accord, donc qui est mulâtre, c'est ça. Alors, vous dites... le père est un oui, une sorte de noir. De capre. Oui, capre, voilà, si vous voulez. Et donc... Oui, voilà. Alors, je voulais vous lire ce que moi j'avais ressenti. Louise, grande, élancée, une masse de cheveux frisés, portrait d'un savant mélange de nègre et d'indien, semblait issu d'une division sauvage. Et voilà, ça m'a laissé perplexe. Ça, c'est la description du personnage. Une division sauvage. Une division sauvage, parce que je veux déjà faire sentir au départ qu'on sent dans son physique, une fille métissée, puisqu'elle est métissée indienne et nègre. C'est bien ça, sa mère est indienne, enfin d'origine indienne, et son père est un nègre, n'ayant pas peur des mots. Moi, j'aime pas le mot noir, je trouve que nègre, c'est un très beau mot, et je l'emploie aisément. Et d'une division sauvage, parce que on vient de l'esclavage, on ne sait pas exactement... Peut-être que c'est aussi un terme qui voulait être joli. Hein. Non, mais alors... Non, vous l'avez happé. Non, c'est très intéressant parce que il me semble... Moi, j'ai ressenti une recherche chez vous que j'avais ressentie dans une pièce de théâtre où vous parliez et vous étiez avec des femmes du peuple.
Et il y a quelque chose chez vous de cet ordre-là, un désir sincère de vous identifier à toutes les femmes. Mais il y a votre réalité, votre éducation de petite bourgeoise, c'est ça la réalité sociale, ou en tout cas de groupe socio-racial aussi, et qui fait que vous êtes un petit peu parfois en difficulté entre votre appartenance de groupe et votre appartenance, donc votre appartenance réelle et votre groupe de référence. Et donc ce décalage-là, on le sent bien, et je vous lirai 2 ou 3 passages où j'ai vu ça, où j'ai senti cette difficulté, parce que par moment, votre héroïne qui est Louise, qui pourrait être une sorte d'incarnation de vous, des messages que vous portez, etc. Eh bien, elle laisse s'exprimer, ou elle n'arrive pas à tout à fait se cacher un certain mépris pour le peuple, une certaine forme au début du livre, une certaine forme de au début du roman, certaines formes oui, enfin moi je sais pas, ce sont des choses sur lesquelles j'aimerais qu'on discute. Moi j'ai noté les pages 49, 52, 55, 80, 112, mépris aussi de sa culture. Ah non, Louise accepte après les gens. Au départ, elle les rejette. Elle est surtout dans le taxi. Dans le taxi, il y a des scènes très intéressantes, puisqu'elle prend un taxi pays. Oui. Ça s'appelait un taxi pays à l'époque, de Châteauboeuf, enfin de Fort-de-France au Marigot. Elle n'y va pas en une seule fois, parce que les routes sont impraticables à cette époque, 1930. Les réseaux routiers étaient épouvantables. Et elle est obligée de s'arrêter à Trinité, chez ses tantes, les sœurs de son père. Donc, et dans ce taxi, la scène est assez longue dans le taxi, parce que j'avais envie de parcourir la Martinique dans ce taxi, et il se passe un taxi collectif. Elle prend un taxi collectif parce qu'elle ne peut pas prendre une voiture, parce qu'elle est très embourgeoisée au départ, au début du roman. Et ensuite, le taxi qui s'appelle Monsieur Zéphir, le chauffeur, la met bien derrière lui pour la protéger quelque part. Vous voyez, et Monsieur Zéphir... Mais elle occupe l'espace. Elle occupe l'espace, elle pose son chapeau. Elle n'a pas envie que quelqu'un s'assoie à côté d'elle. Elle a envie de se sentir. Elle a envie de se sentir. Elle veut la différence. Elle veut sentir qu'elle est différente. Et les autres sont derrière. À un moment donné, un petit garçon qui est au fond avec sa mère vient la regarder parce qu'il l'admire, parce que lui... Et elle pourrait enlever son chapeau pour le laisser s'asseoir. Non. Il retourne à sa place. Je veux faire sentir dans ce taxi déjà l'ambiance qui va se passer dans ce roman. Parce que dans ce taxi, il y a déjà une ambiance très difficile. Cette fille qui est assise et qui a un mépris des gens. Quand les gens se lèvent pour sortir un petit peu parce que la route est longue, ils ont leur petit paquet gras avec des pains à carie, qui est gras. Elle ne sort pas du taxi. Elle marque sa différence. Mais dans mon esprit... c'est une critique de ma part. Ce n'est pas que comment dire? Non, mais c'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Absolument. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous l'avez créé comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle représente bien une réalité? Et c'est pour cela que c'est intéressant. Mais est-ce que je voulais vous lire par rapport au dilemme que représente aussi le fait pour vous de la faire, la manière que vous avez de la faire basculer de son univers petit bourgeois stérile que vous stigmatisez, mais aussi de manière paradoxale, dans un univers qui serait plus proche du peuple, etc. C'est difficultueux, mais je vais vous lire comment je l'ai ressenti. Il était malaisé de se situer dans cette société pleine de complexité. Louis semblait encore ne pas savoir quelle direction prendre, quel milieu choisir. Elle était partagée entre 2 intuitions. Adopter, comme sa mère, une vie de femme authentique et libre, ou bien se résigner à vivre dans ce monde de gens figés, artificiels, embarrassés, entre guillemets, qui lui semblaient tous odieux. Donc, un milieu d'appartenance petit bourgeois dans lequel elle est et dont elle reproduit l'éthique, les comportements un petit peu, quand ils sont poussés, quand ils sont caricaturaux, comme elle les pratique, qui deviennent ridicules. Mais
Il y a cette difficulté, ce désir, donc ce besoin de choisir son milieu, mais de ne pas savoir vraiment choisir. Et d'être quand même le fruit de sa socialisation, c'est-à-dire petite bourgeoise qui va reproduire un certain nombre de schémas. Et vous dites aussi à la page 53, elle savait maintenant, donc on parle toujours de Louise, qu'elle devrait bientôt faire son choix entre la rudesse des gens populaires et les grimaces des petits bourgeois. Donc on sent encore cette difficulté. Il y a un désir d'être pur, dans le sens où on sent que le peuple naturel est pur d'une certaine façon. Et puis cette construction un petit peu surfaite que constitue la petite bourgeoisie de son pays, puisqu'elle est basée, elle pratique l'imitation, elle s'inspire des modèles français, etc. Mais vous le dites à un moment donné, tout cela paraissait emprunté. Vous voyez, dans la vaste pièce meublée à la française, il y avait un imposant buffet, etc. Tout ce faste paraissait emprunté. On sentait que il y a des dépendances dans la maison, des dépendances et des domestiques. On sent cette volonté quand même d'exister à ses propres yeux en tant que personne qui n'est pas du peuple, qui est d'un milieu plus favorisé et qui a des pratiques qui rappellent celles j'allais presque dire, du groupe de référence que n'ont jamais cessé d'être les béquets pour beaucoup de gens, les descendants de colons, pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est un aspect du roman qui apparaît quand on essaye d'appréhender les personnages dans leur... Quand on dit qu'ils sont complexes, ils sont parfois très... ils ont des comportements très inattendus, quand on dit de quelqu'un qu'on ne peut pas saisir. Oui. Mais je pense que ce malaise est intéressant à analyser, parce qu'il y a chez vous cette volonté de parler de vos femmes, de votre pays, mais il y a aussi toute une culture de la haine de soi que je sens que vous redistribuez dans le roman de manière assez fracassante. Mais, alors, mais j'assume complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que un roman, vous savez, quand vous l'écrivez, il y a toujours des sources. On n'écrit pas un roman comme ça en disant tiens, je vais écrire. Tout ce qui est dans ce roman, tout ce que j'ai écrit, c'est des choses que je n'ai pas toujours vécues moi-même, mais que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai appris de ma mère. Et ce milieu dont je parle, c'est un milieu que je connais bien, parce que ma mère l'a vécu. Là, Louise, c'est un petit peu l'histoire de ma mère. Sa mère était une femme... Vous savez, Juliette, je pense que quand je parle de la petite bourgeoisie, ma grand-mère était une femme d'un milieu populaire, mais il y a dans cette Martinique, il me semble, on la connaître assez pour dire ça, il me semble que dans cette Martinique, un milieu petit bourgeois, vous pouvez ne pas avoir d'argent, mais être quand même des gens... Oui, c'est l'éducation, bien sûr. C'est une posture. C'est plus une posture. Et quand je parle de ces vieilles tantes qui sont, c'est vrai, à Trinité, caricaturales, mais elles le sont, je les connais, et je sais que les scènes que je raconte se sont passées. Donc, quelque part, c'est une critique un petit peu. Louise, je me sers de mon personnage Louise pour parler de tout ça, mais en fait, mon personnage Louise est en parfaite symbiose avec moi. Oui, mais ça, on le sent. On le sent bien. Elle est quelque chose d'une une mise en scène de choses que vous réprouvez de votre culture. Mais en même temps, vous la faites exister comme cela. Bien sûr, on perçoit ces contradictions. On est un peu en difficulté parfois parce que ces paradoxes font que elle nous gêne, en même temps, elle nous renvoie à quelque chose de très familier, le refus de soi, le rejet de soi. Et puis ses rêves, tous ses rêves la portent vers l'ailleurs. Vers l'ailleurs, elle veut d'un homme blanc absolument, comme une folle. On ne comprend pas. Non, ça quand elle rencontre, alors je vais vous, le nombre de fois où elle dit,
Elle ne veut pas absolument d'un homme blanc, moi je crois pas. Je pense que... Moi je sais pas. Alors ça vous a échappé, Clarisse, parce que vraiment... Non, elle veut partir. Louise veut partir. Louise veut quitter la Martinique. Louise est une jeune fille de 19 ans qui lit des catalogues, qui lit à cette époque, je crois que j'avais le Bon Marché, enfin les petits catalogues où il y a la mode, les parisiennes et tout. Louise a envie de ça. C'est une fille coquette. Bon. Elle veut partir ailleurs, pourquoi? Parce qu'elle veut quitter cette mère qu'elle trouve trop libertine. Il y a des médisances autour d'elle, elle n'a pas envie de ça. Et elle veut partir ailleurs. Ailleurs, c'est où? Ailleurs, c'est à Paris. À Paris, à cette époque-là surtout, Paris, pour une jeune fille de 19 ans, c'est la mode, c'est les Galeries Lafayette, c'est le Bon Marché. À cette époque, c'était plutôt le Bon Marché. Toutes ces robes, les manteaux de fourrure. Elle voit sur les catalogues, parce que quand un magazine arrivait en Martinique, si c'était l'hiver, il ne mettait pas des robes d'été, c'était des manteaux de fourrure, donc elle rêve d'un manteau de fourrure. Voilà qui est Louise au début du roman. Maintenant, l'histoire de l'homme blanc, non, je pense que Louise... Il se trouve que, dans ce taxi, elle rencontre Max, ce garçon, qui... Bon, c'est vrai qu'elle a envie de... Mais c'est pas parce qu'il est blanc, c'est parce que... Et puis pourquoi pas? C'est ce qu'elle a dit. Et puis pourquoi pas, oui, Juliette? Mais Clarisse, je préfère que vous me disiez ça. Il ne faut pas vous défendre. Non, attendez, je vais vous lire. Oui, page 15. Allez-y. Page 15. Elle aurait voulu partir loin d'ici et plus tard encore bien plus loin, rêvait-elle souvent, se faire enlever par un homme européen, partir en France, partir dans un grand pays où il fait froid, avoir des manteaux comme sur mode pratique, donc entre guillemets, ne connaître personne, faire de sa vie ce qu'elle voulait. Elle était consciente d'être une jeune personne attrayante, mais que sa place était ailleurs. Donc ça, c'est une chose, un aspect. Je vais vous lire tout et puis on va discuter après. Voilà. Elle pourrait alors partir en France et y vivre et peut-être se marier. Elle se sentait au fond d'elle-même très attirée par les hommes venus d'ailleurs, ceux qui avaient vécu loin de ce pays qu'elle supportait de moins en moins. D'accord, vous allez expliquer après. Ensuite, un homme comme cela, après qu'elle ait eu rencontré Max, me plairait bien. J'aime les hommes européens. Certains disent qu'ils sont sales, mais les gens disent tellement de bêtises dans ce pays. Octave me plaît aussi, etc. Donc ça, c'est la 46 à 47. Cet homme l'avait troublée. Je serais vraiment fière d'avoir un mari comme ça. Ce garçon venu d'ailleurs n'est vraiment pas commun dans cette âge. Oui, venu d'ailleurs, toujours, Juliette. 81. Je finis. J'ai promis aux téléspectateurs de le lire. Alors, ensuite, elle était déjà sous le charme de ce garçon qui représentait tout ce qu'elle aimait chez un homme. Ensuite, ses yeux magnifiquement bleus. Oui. Donc, il y a des Antillais qui ont des yeux bleus. Hein. Non, mais là, on parlait d'un blanc, Clarisse. Je vais me faire assassiner, là. Non, pas assassiner. Je vous parle de nos aliénations. Non, mais c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais c'est intéressant de discuter comme ça. Moi, j'aime bien. Oui, on n'a pas de... René, la première fois que j'ai vu cet homme, il m'a tout de suite plu. Cette élégance, cette façon de s'exprimer, ce regard bleu, ce corps. Quand tu le verras, tu en seras folle. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. On ressent qu'il vient d'une bonne famille française. La question de la, je crois que je suis déjà amoureuse, donc elle avait la question de la classe et qui est étroitement mêlée à celle de la race. C'est bien un produit de chez nous. C'est ce que je dis, c'est bien un produit de chez nous. Et puis, il s'exprime bien, il est raffiné, mais c'est René qui est pratiquement blanche, son amie, qui va lui dire, et sa cousine, je crois, qui va lui dire, mais au fond, qui il est? Tu ne vois qu'un physique, qui il est? D'où vient-il? Donc c'est là que je me dis, il y a quelque chose qui nous est on est ramené à une forme de raison. Parce que là, le personnage est complètement sous influence, c'est-à-dire une espèce de désir de l'ailleurs qui se traduit par éventuellement un désir de faire sa vie, de se fondre avec un Européen, comme elle dit, mais bon, c'est un Français. Et puis, il y a tout ce qui est autour de ça, qui montre qu'elle est complètement folle de lui, parce qu'il est beau, mais il est bien question de cela. Moi, je n'ai pas envie c'est pas une querelle que je vous fais, son rêve de français.
qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, cette folie-là? Venu d'ailleurs. J'ai dit français une fois, mais venu d'ailleurs, c'est plusieurs fois. Il est venu d'ailleurs, mais il n'est pas incolore, il n'est pas informe, il n'est pas. C'est quelqu'un qui a une représentation physique. Absolument. Et cette personne-là, c'est un blanc. Qui a les yeux bleus et qui travaille dans un cabinet de notaire à Basse-Pointe. Mm-hmm. Elle le voit une fois et elle tombe amoureuse de lui. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Un coup de foudre. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne le connaissez pas. La première approche que vous avez, c'est le physique. Oui. Or, vous parlez du physique. Après, quand vous approchez cette personne de plus près, vous pouvez parler de sa générosité, de sa bonté, enfin. Mais la première approche qu'on a, c'est un physique. On voit un physique. Oui. Bon, moi je crois que ce sont des choses sur lesquelles on pourra beaucoup discuter parce que il y a une aliénation chez nous qui touche nos deux catégories d'hommes et de femmes, qui est le rêve de blancheur, le rêve d'avoir un partenaire blanc, et ce n'est pas nous culpabiliser que de le dire. C'est un fait, pour moi, c'est un fait social. Je suis sociologue et j'analyse ce phénomène et je travaille un peu sur les relations raciales et sur les projets de vie de nos citoyens. Et on a cette problématique qui est là. Elle est très importante puisque le être blanc ou avoir un partenaire blanc ou un destin blanc, c'était se garantir une sorte d'ascension sociale. À cette époque-là, absolument. Oh, chez nous, aujourd'hui, c'est encore plus... Ça se décline un peu autrement. Mais bon, donc ce que je voulais vous dire, c'était que la confusion que je sentais entre détestation du pays et désir d'un homme blanc, donc désir de l'ailleurs, c'était peut-être un prétexte aussi, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que nous nous interrogions éventuellement sur ça. Mais comme vous nous la donnez comme ça, vous nous la livrez comme ça, et qu'après, elle se fait engrosser par le type qui n'est pas mieux que nos Antillais qu'on critique beaucoup de faire des enfants sans s'occuper etc. C'est vrai qu'il ne va pas savoir. Non, mais je crois que, Juliette, je pense que dans le roman, là, vous êtes en train de... Je me suis perdue. Que les côtés négatifs. Non, mais je discute avec vous, j'ai plein d'autres choses à vous dire. Juliette, je vous explique. Le côté positif, quand même, de ce roman, c'est que Louise, c'est vrai, au départ, c'est vrai, je vous expliquais tout à l'heure, elle voit elle n'a pas absolument, c'est sûr que elle est contre, elle a un rejet de sa mère au début du roman, un rejet total. Et si vous avez un rejet parce que sa mère a une vie sexuelle, une vie sexuelle un peu exposée, enfin. Mais le personnage du roman, c'est pas tellement Louise, c'est Jeanne. Toutes les réactions de Louise sont par rapport à Jeanne. Chaque fois qu'elle réagit contre ses tantes à Trinité, c'est à cause de sa mère. Chaque fois qu'elle a envie je sais pas, qu'elle est révoltée contre quelque chose, c'est toujours à cause de Jeanne. Le personnage central, quand on réfléchit bien au roman, c'est Jeanne. C'est Jeanne qu'elle défend, c'est sa mère qu'elle défend. Oui, mais parce qu'elle a un sorte de complexe de culpabilité, parce qu'elle l'a quand même beaucoup rejeté, elle l'a jugé, elle l'a critiqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le roman, vous nous le donnez à lire, vous nous le livrez, et nous le ressentons. Non, ce que je ne voudrais pas qu'on pense, c'est mais les gens ne vont rien penser du tout. Peu importe, j'ai eu de très bons retours de gens qui Mais ça n'est pas ça la question. Ça n'est pas ça la question. Moi, j'essaye d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse sociologique du terreau que vous offrez. Je n'avais pas pensé à vous, voyez, quand j'ai écrit le roman. Je ne m'étais pas dit, si Juliette m'interroge, elle va m'assassiner. Bon. Alors, je trouve dommage que vous le preniez de cette façon-là, parce que une critique d'un roman donne aussi beaucoup envie aux gens d'aller voir par eux-mêmes de quoi il est question. Non, mais je ne prends pas mal, Juliette. Mais de toute façon, moi, je ne conçois pas l'émission comme un espace d'encensement. C'est vraiment un espace de débat. Et ce que je veux, c'est que nous débattions tranquillement. Donc, il n'y a pas à accuser, etc. Je vous dis ce que j'ai ressenti en lisant ce livre et les questions que cela me pose sur nous.
Oui. Pas sur le roman La petite bourgeoise de Clarisse, etc. Il y a une autre chose que j'ai interrogée. En dehors de ça, chers amis téléspectateurs, c'est un roman qui se lit vite et vous pourrez voir par vous-même l'évolution du personnage. Elle évolue parfois dans sans qu'on ait de rupture marquée entre deux phases de son évolution. Donc, on est parfois empêtré dans sa propre démarche. Tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a critiqué sa mère, qu'elle est trop violente avec elle. Moi, je voulais revenir un peu sur cette mère qui s'appelle donc Jeanne. Et qui est une indienne dans le roman. Donc, il y a bien sûr ce que vous dites des rapports entre les races. Hein, et c'est quelqu'un donc qui arrive au moment de l'abolition de l'esclavage, après, et qui est méprisée par, qui a eu des ancêtres méprisés par la population, mais elle était mariée aussi à un homme dont les sœurs n'aimaient pas trop qu'elle fût indienne, etc. Donc moi j'ai noté les pages 12, 25, 28, etc. Mais dans sa manière d'être, ce que vous appelez libertine, justement, il y a une manière de la présenter qui fait que on a l'impression. Moi, j'ai pensé aux préjugés, aux stéréotypes coulisses et cabrites. Vous connaissez? Et on a vraiment l'impression qu'elle incarne un peu l'image de la femme indienne dans les préjugés, les stéréotypes des Martiniquais non indiens. En fait, c'est ça. Et dans les présentations, sauf chez Louise, qui elle échappe à ses préjugés parce qu'elle a les cheveux frisés un peu, etc. Et qu'elle n'est pas stigmatisée indienne. Mais il y a une servante indienne aussi qui présente tous les stigmates de la page 52, tous les stigmates de la servante docile, etc. Et alors que page 63, il y a une autre servante chez les sœurs du frère qui est décédée, et elle n'est pas du tout présentée racialement. Donc j'ai trouvé ça aussi, ça m'interroge, mais ce sont, si vous voulez, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les préjugés anti-indiens, je peux vous dire que cela représente dans les stéréotypes quelque chose de la femme soumise, la femme indienne, mais aussi la femme pute, d'une certaine façon. Alors au départ, sa fille est une petite bourgeoise qui refuse de savoir que sa mère a une vie sexuelle, d'accord ? Et elle va donc vouloir partir au Marigot, qui est un lieu d'origine de la famille, d'un souchement, et elle va vouloir donc aller travailler sa tante pour partir en France, pour économiser et partir en France. Voilà. Même, elle trouve que même cet emploi dans une boutique, dans une petite épicerie, ça va la diminuer, mais elle a besoin de l'argent, donc elle a un projet et elle veut réaliser ce projet pour partir. Donc moi, ce que j'ai entendu au dehors de difficultés aussi avec le pays, hein, ce pays, les gens médisants, vous le dénoncez, c'est vrai. Ça revient comme un leitmotiv. Il y a deux choses qui reviennent comme un leitmotiv où on trouve beaucoup d'indications. C'est effectivement le rapport au pays, mais aussi le rapport à la femme elle-même dans sa destinée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'elle va s'implanter et relever le défi de faire évoluer sa société. Oh, elle a un rêve d'ailleurs, elle veut partir. Donc, c'est quelque chose sur quoi on pourrait justement réfléchir par rapport au projet que vous avez de présenter les femmes, le combat des femmes, parce que je note que c'est un combat qui va porter sur le droit à une sexualité qu'elle va exprimer. C'est pas parce que la mère Jeanne. Non, le droit à une liberté. Liberté ne veut pas dire absolument sexualité. Une femme libre et dans ce cas-là, c'était libre. Et tout à fait parce que vous dites qu'elle est jeune. Et tout à fait le contraire d'une femme légère, une femme libre. Hein. Mais le droit à la liberté. Mais oui, mais la question, c'est qu'elle est vécue comme une femme légère, parce qu'elle a apparemment plusieurs partenaires. Ah, vous parlez de la maman? Oui, la maman. Absolument, je suis d'accord. Oui, parce que Louise, elle arrive vierge dans son rapport avec ce monsieur. Je pensais qu'on parlait de Louise. Non. Sa maman, elle est vécue un peu comme ça. Mais ce que j'ai ressenti donc dans ce rapport à la vision qu'elle avait de la sexualité va évoluer.
de la sexualité de sa mère qu'elle jugeait. Absolument. Qu'elle jugeait, parce qu'elle, c'est la fille, elle n'avait pas non plus à entrer dans la sexualité de sa mère, mais elle le fait en petite bourgeoise, investie par des valeurs morales, religieuses, etc. Voilà, elle va trouver que sa mère prend des libertés qu'elle ne devrait pas. Et puis, donc, il y a le début, la scène du début du roman, où on entend les ébats de sa mère, et puis il y a le fait de l'écrire et le fait d'en parler librement. Et ce que je veux juste signaler, j'y vais à la page 21, c'est ça. Quelle est sa vie seule avec sa fille en Martinique, dans ce pays de médisance systématique, dans ce pays où une femme seule est obligatoirement une putain, parce que les femmes seules et jeunes sont toujours des putains. Voilà, donc ça ressort. J'ai pas travesti le propos du roman. J'ai repéré, si vous voulez, les grands thèmes qui fondent le regard que vous posez sur les femmes de la Martinique et dans leurs conditions. Les sœurs du frère sont enfermées dans la condition de vieilles filles, vieilles mulâtresses, qui sont des juges, qui stigmatisent et qui n'ont aucun rapport de plaisir à la vie. Vous investissez, vous voulez réinvestir la vie des femmes, les rendre complètes en fait, qu'elles ne soient pas forcément des espèces de pères fouettards, parce que dans le roman, elles sont beaucoup des pères fouettards, enfin dans la famille de Louise, qui les déteste. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est ça, c'était ces dimensions-là que je voulais souligner. Maintenant, je vous laisse pour le plaidoyer du roman. Moi, je trouve que c'est un roman d'amour, d'amour avec un grand A, parce qu'en fait, c'est cette jeune femme, Louise, qui en fait adore sa mère. Elle n'en est pas consciente au début, parce qu'elle est vraiment, elle veut vraiment s'en aller. Elle est dans cet esprit de petite bourgeoisie, comme vous disiez tout à l'heure, avec plein de conventions. Et elle a envie, en fait, au cours du développement du roman, elle ressent qu'elle a quand même envie d'aller vers les gens. Parce qu'en fait, moi, quand j'écris ce roman, pour moi, c'est une critique un peu de Louise, de sa mentalité. Parce que j'ai envie que Louise... Je veux que Louise change. J'aime Louise, j'adore mon personnage, celui que j'ai créé. Et je la fais petit à petit prendre conscience de respecter les autres, de respecter les gens, parce qu'elle a envie de respect pour elle-même. Elle a envie de respect pour sa mère. Elle doit respecter. Quand elle est dans ce taxi collectif, elle a un espèce de mépris vis-à-vis des gens populaires. Moi, je critique ça. Et elle les regarde haut en bas, elle les traite même de sauvages, ils ne sont pas capables de se tenir. Tout ça, c'est une critique, mais ça a existé. Ça existe en Martinique, ça existait à cette époque. C'est ça que je veux faire sentir. Partout. Oui. Et puis ensuite, Louise évolue. Louise, elle rencontre un homme blanc. Peut-être, il est blanc, oui, il aurait pu être noir. Peut-être pas, puisqu'elle a envie d'aller ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Quel esprit elle a? Elle veut aller en France, elle veut porter de manteau de fourrure, elle veut faire la belle, elle est coquette. Un homme blanc, c'est sûr que ça l'attire. Des yeux bleus, oui, pourquoi pas? Même s'il avait eu des yeux noirs. Mais des yeux bleus, ça l'attire. Parce qu'elle a envie d'ailleurs. Elle rejette un petit peu ce pays au début. Et puis petit à petit... Mais donc elle a envie d'un ailleurs blanc, parce que dans l'ailleurs, il y a toutes sortes de couleurs. C'est pas... Oui, non, oui. je vous charrie. Oui. Mais c'est pas blanc ou pas blanc, je sais pas. Blanc, non, elle a un désir. Chabin, mais Clarisse, je ne comprends pas. Elle a un désir de blanc. Elle n'aspire qu'à ça. Mais oui, maintenant, c'est pas un problème. Non, mais moi, je ne sens pas comme un problème. Vous savez, moi, je suis tellement libre dans ma façon de penser. Je ne le sens pas comme un problème. Quand j'ai écrit, je n'ai pas senti comme un problème, pas du tout. Maintenant, vous me le faites sentir un petit peu quelque chose qui pourrait être un peu péjoratif. Mais je vous assure, Juliette, que je n'ai pas senti du tout ce moi, je n'appelle pas ça. Non, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'analyse sociologique. Je vous dis que cette manière si vous voulez, de désirer l'ailleurs à travers aussi l'autre, pas seulement la nature, la géographie, la distance avec le proximal, c'est-à-dire ce qu'on vit au quotidien. Cette manière-là, nous l'analysons sociologiquement en tant qu'aliénation, mais
peu importe ce que cela... vous ne serez pas la première à nous présenter des romans. Peut-être que j'entends la critique. Et il n'y a que dans la bouche de Renée, qui est plutôt blanche, que j'entends un raisonnement... Renée, c'est une jeune fille mulâtresse, comme on dit. Oui, on dit qu'elle est presque pas métisse. Oui, comme cela, vous l'avez présentée comme ça. Oui. Et c'est elle qui dit, oui, mais le mec, tu ne le connais pas. C'est la seule qu'on entend parler à Louise, et qui fait appel un peu à un raisonnement. Et la Louise lui dit, mais moi je m'en fous. C'est pas parce qu'il est blanc. Mais elle l'a comparé à un compagnon, un Martiniquais qui lui faisait la cour et qu'elle ne voulait pas aimer. Parce qu'elle avait choisi d'aimer Marc. Donc il y a bien une démarche. En plus, elle est volontaire, elle décide de garder l'enfant que Marc lui fait, et Marc disparaît de sa vie. Max, pardon, il disparaît de sa vie sans que, etc. Donc elle va se retrouver fille-mère, elle retourne chez sa mère qui va prendre son enfant donc en charge. Donc ce qui a changé, c'est la race du monsieur, parce que très souvent on est dans des situations où les filles font des enfants et vont chez leur maman pour qu'elle les aide à les élever. Ça c'est un schéma classique, mais non. Quand vous avez skissé un champ comme celui-là, Clarisse, vous ne pouvez pas nous demander de rester neutre. Mais non, parce que vous avez fait un choix d'exposer, ou en tout cas de dérouler un scénario qui n'est pas neutre et qui traduit des relations entre les races et les classes qui sont, j'allais dire, historiquement... Oui, mais ça ne vient pas de moi. Mais c'est bien pour ça que je vous dis... C'est bien cette société antillaise qui était comme ça à l'époque et jusqu'à nos jours. Hein. Oui. Bon, alors, ce que j'ai trouvé, je vais demander à M. Briand de nous dire ce qu'il pense de nos débats, là. Je pense tout simplement, parce que quelqu'un vous a demandé, Clarisse, pourquoi vous écriviez, parce que vous êtes à la fois écrivaine, cinéaste et peintre, artiste peintre. Je pense tout simplement que j'ai un besoin profond de m'exprimer. En effet, pendant mon enfance, je n'ai pas pu le faire. La parole, les gestes, l'expression, tout devait être intérieur, tout devait être caché, enfoui, interdit. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être pas vous plaire du tout. Moi, je trouvais que les personnages manquaient d'intériorité. Et c'était, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas perçu? C'est vrai, je dis, les personnages paraissent avoir très peu d'intériorité. Je dis paraissent, hein. Ils sont peints ou dépeints en surface. Les questions raciales sont omniprésentes. La morphologie, la texture des cheveux, la couleur de la peau, etc. Vous voyez, c'est des choses qui existent, Juliette, ici. C'est ça. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que nous, quand nous créons, quand nous confrontons à la réalité, nous ne sommes pas obligés de la reproduire telle qu'elle est. Et je vous dis ça parce qu'on a fait, en psychologie sociale, il y avait une expérience entre les collégiens et des lycéens, enfin des collégiens, des lycéens et des enfants d'une école qui est moins valorisée sur le plan de la représentation et des formations. Et on demandait donc à ces deux groupes d'enfants de faire des choix. Et ce qu'on a observé, c'est que tous les enfants des catégories favorisées, donc de lycée, etc., faisaient des choix très audacieux. Ils étaient toujours au niveau de l'estime de soi très affirmés, etc. Et tous les enfants qui venaient des milieux plus défavorisés, parce qu'ils étaient aussi dans des cursus plus défavorisés, eh bien, avaient fait des choix qui reproduisaient l'existence, c'est-à-dire les dominations, les inégalités, etc. C'est ce que vous êtes artiste peintre, vous avez rendu dans vos tableaux, vous rendez bien cette réalité complexe et vous essayez aussi de faire les gens entrer en relation, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle ou même simplement raciale. Donc il y a une volonté là que j'ai vue, que je vais encore vous lire. J'avais besoin donc de lâcher prise, de n'avoir aucune retenue. Donc, voilà, vous laissez effectivement
vous laissez parler des choses. Et puis, vous racontez aussi l'histoire des femmes de la famille ou des quartiers populaires martiniquais qui sont mêlés à mon enfance. Et puis, mes personnages se devinent et se découvrent en fonction de l'imaginaire. Ces femmes de la vie, droites et fières, qui avancent sans se retourner, souvent seules, souvent secrètes, souvent dignes. Elles me plaisent et j'aime les imaginer comme cela. Donc, c'est ce que vous dites des femmes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par vous demander. Vous disiez que vous écriviez sur les femmes, que c'était votre objet principal, et vous l'avez montré dans vos tableaux, dans une pièce de théâtre dont je ne me rappelle plus le titre, que vous aviez présenté à Font-Saint-Jacques, qui était et dans les films aussi qu'on avait eu à présenter, etc. Donc il y a cette volonté-là. Maintenant, je ne sais pas si c'est le sujet qui est voilà, traité de cette manière-là, qui me fait, moi, avoir envie d'y mettre mon grain de sociologue. Mais enfin c'est un roman. Moi, je les trouve très bien, ces 4 femmes. Je les trouve combattantes, je les trouve... elles ont la rage, elles sont spontanées, ce sont des femmes dignes. Jeanne est une femme digne, Louise aussi, Renée, c'est une fille super, et Amélie, elle est d'une attendrissante. Elle combat aussi à sa manière. Et moi, je les trouve très bien, ces 4 femmes. Oui. Pour moi, c'est positif dans leur comportement, dans leur façon de penser, dans leur désir. Je les trouve très bien. Pour moi, ce sont 4 personnages dont je suis fière dans mon livre. Alors, Clarisse, je ne voudrais pas que vous soyez sur la défensive, je voudrais que vous vous laissiez aller. C'est cette phrase que j'ai trouvée, je veux lâcher prise et n'avoir aucune retenue. Et c'est magnifique d'avoir eu envie de parler, et d'avoir envie de parler des femmes, de toutes les femmes. Moi, je trouve que c'est un aspect de votre travail qui m'a intéressée. Mais la question, c'est comment sortir des préjugés, des barrières de classe et de race pour parler de toutes les femmes à la Martinique, parce qu'elles ont toutes des destins différents. Mais on sent chez vous cette volonté de parler de toutes les femmes à la fois. La question, c'est c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les folkloriser, parce que justement, de les folkloriser, parce que il y a un accès. Vous, à mon avis, vous avez plus facilement accès au milieu petit bourgeois qu'au milieu vraiment des ouvrières agricoles, que vous décrivez d'ailleurs quand elle les voit. Comment elle s'appelle? Louise les voit sur le bord de la route. Elle les trouve fières, etc. Elles vont pieds nus. Elles vont un peu. Oui, c'est magnifique. Mais Louise observait au passage les files de femmes qui marchaient les unes derrière les autres, pieds nus sur l'accotement boueux et portant de lourdes charges calées par une torche sur leur tête. Les bidons d'eau, les régimes de bananes ou les fagots de charbon de bois pesaient sur leurs nuques et leurs épaules musclées dans un équilibre balancé qui masquait en partie la lassitude creusant leur visage. Louise admirait leur beauté authentique et la force qu'elles déployaient, par amour, pensait-elle, pour nourrir et soutenir leur famille, telles les potomitans qu'elles étaient. Mais elle était aussi, donc Louise était aussi étourdie par cette pauvreté étalée au grand jour et se demandait pourquoi ces femmes méritaient de subir, jour après jour, ces tâches exténuantes, tout en demeurant des mères et des épouses. Voyez, pour moi, c'est un désir d'appréhender, mais en même temps qui est un regard extérieur, parce que elle se demandait, elle était touchée, mais la réalité, elle est dans la difficulté qu'ont les classes pauvres de s'accaparer d'une part des ressources qu'elles produisent elles-mêmes, et donc les classes pauvres restent pauvres, et la manière que nous avons peut-être de les regarder à distance fait que nous les folklorisons. Mais ça n'est pas une volonté de Clarisse, c'est la réalité, c'est d'où vous parlez qui est intéressant. Parce que pour nous, ce qui nous enrichit dans un roman comme celui-là, ce n'est pas que vous nous reproduisiez notre société aliénée, ce pays de cancan que vous présentez, etc. Mais on le sait tout ça, mais ce qu'on essaye de comprendre, c'est celui qui nous livre cette réalité-là à travers le filtre de sa subjectivité, de son vécu, de son expérience, de ses rejets.
comme de ces acceptations, de ces envies de voir les choses évoluer, parce qu'à la fin, on sent bien, vous dites bien, je ne sais plus, dans la conclusion, vous écrivez une lettre. Il y a une lettre où, voilà, on sent qu'il y a ce désir de prendre en charge quand même un certain nombre de problématiques. La question, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que la littérature apporte à la société qui lui permettra de se regarder sans honte, sans jugement, etc., mais dans un désir fou d'évoluer, de s'améliorer et de sortir de ces injustices. Donc je suis désolée que vous l'ayez pris comme ça. Moi, je suis... Non, mais j'ai pas mal pris. Non, mais je ne critique pas le roman pour le dire, chers amis, vous avez bien compris. Il s'agit bien de le lire, parce qu'il est intéressant, sinon je n'aurais pas invité Clarisse. Il y a tellement d'autres gens qui veulent aussi venir à l'émission. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un intérêt à lire, à revoir, parce que ce regard-là, je pense que ce qu'on peut trouver d'intéressant chez Clarisse, c'est le fait qu'elle est pour moi la première qui essaye de rassembler tout le monde. Mais ça, c'est un rêve, c'est une utopie, mais c'est intéressant de voir comment elle va s'y prendre pour rassembler tout le monde. Pour moi, c'est ça l'utopie, celle de mettre toutes les femmes ensemble. C'est impossible dans la vraie vie, mais pourquoi pas pourquoi pas le rêver et nous proposer une vision de cela, de ce rêve-là. Voilà, c'est pour cela que je suis partie dans mes considérations, mais je pense que vous êtes l'une des seules qui essaye de faire de ces rapprochements. Mais parce que vous avez conscience, et c'est votre héroïne qui s'appelle Renée, qui est peut-être la voix de la raison, c'est elle qui va dire des choses qui nous font prendre le recul qu'il faut, en tout cas qui font Louise prendre un certain recul pour réfléchir, mais Louise est têtue et elle n'en fait qu'à sa tête et elle ne veut que voyez, elle veut ce désir fou de l'ailleurs, ce rejet du pays, etc., fait qu'elle est imperméable à tous ces discours. Mais vous parlez pas on n'en est pas encore à la fin, mais la fin est inattendue, on va peut-être en parler. Non, mais elle va retrouver sa mère. Il y a une fin qui est intéressante. Hein. Oui, elle va retrouver sa mère. Mais je veux dire... Pas seulement ça, oui, mais ce qu'elle reproduit... Elle reste... Oui, bien sûr, elle reste... Mais ce qu'elle reproduit, si vous voulez, enfin, toute cette trajectoire... Voilà. Alors, on ne va pas parler de tout le roman dans son... Mais c'est vrai que c'est intéressant. En même temps, ça donne à... Parlez-moi un peu de l'écriture, Juliette. Comment vous avez trouvé l'écriture? Ben oui. Maintenant, je ne suis pas juge pour dire ça. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est bien ponctuée? Est-ce qu'elle est rythmée? Est-ce qu'elle est musicale? Ah... Non, j'ai pas produit de réflexion là-dessus. Disons que par moment, j'ai été... c'est ça, moi je pense qu'on est aussi dans un espace de malentendu là, parce que vous dites vous affirmez très fort que vous êtes dans la critique, et c'est ça qui m'a manqué. C'est cette distance-là qui m'a manqué, qui m'a fait dire que j'ai l'impression que vous avalisez tout ça, que c'est une manière d'adhérer à ce fonctionnement-là. Et quand j'ai lu Renée, qui dit « Mais tu connais pas ce monsieur, il vient d'où, qui est-il » J'ai écrit le roman plutôt en spectatrice qu'en actrice. D'accord. Je regarde Louise. Oui. Je regarde Louise agir. Oui. Je critique des fois Louise dans ma façon d'écrire. Oui. Non, il y a mais c'est, à mon avis, c'est quand vous le faites faire par Renée que c'est très évident. Oui. C'est très évident parce que Renée, elle est pleine de bon sens, elle est posée et elle n'est pas dans ses stratégies. Je ne voulais pas non plus que ce soit trop moral, parce que dans la vie... Mais oui, c'est bien pour ça que je vous dis. Ça n'est pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans l'idée que je critique ou que je descends le roman. Je vous dis qu'il y a matière à débattre, à discuter et à essayer de nous interroger aussi. À mon avis, vous mettez le doigt sur des aliénations fortes sur lesquelles il nous faudrait réfléchir. Maintenant, si on considère que tous les hommes se valent, que ça peut être un blanc, un noir, un rouge, un jaune, moi je dis à quoi bon parler de culture et etc. À ce moment-là,
là, nous sommes voilà, dans quelque chose de tout à fait sans frontières, etc. Bon, maintenant, on va parler on va demander... vous voulez réagir sur ce dont on a parlé là? Je sais que vous n'avez peut-être pas lu ce roman. Le voit, je le découvre, je l'ai pas lu. D'ailleurs, je reçois tous les mails de l'Harmattan sur les parutions et je ne l'ai pas vu passer. Il est dans la collection Lettres des Caraïbes. Mais je ferai vite de le lire parce que dans la thématique, il y a des choses qui m'intéressent. Oui. Mais qui intéressent le petit Chabin qui passait systématiquement pour Hitchcock parce que tous ses frères étaient noirs ou qui préfère dire aux copains que celui qui l'accompagne, c'est son cousin plutôt que son frère. Parce qu'expliquer que c'est son frère, on n'arrive pas à comprendre. Et je crois que le poids de l'épiderme de toute cette société, c'est quelque chose d'incroyable. Et sur cet aspect, ça me plairait de le lire très vite. Hein. Vous voyez, Clarisse, je n'ai pas découragé. Vous voyez. Non, mais c'est aussi le public auquel vous vous adressez. Nous, on n'est pas. Moi, je ne lis jamais quelque chose parce qu'on m'a dit, voilà, il faut le lire, c'est dithyrambique. J'écoute les critiques et je me dis, tiens, là, il y a un aspect. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'auteur a développé sa problématique. Et du coup, au contraire, ça peut être très encourageant. Sinon, je ne serais pas venue, vous n'aurez pas fait venir pour descendre votre livre. D'accord? Donc, tout à l'heure, il y a encore deux petites choses que je vous dirai, mais je voulais maintenant qu'on s'intéresse à votre écriture, parce que j'ai lu, alors, j'ai vu, vous avez dit, où est-ce que je l'ai écrit? Que vous êtes... non, voilà. Vous avez écrit « Foc fait bruit pour nous lever pays passe Ikadomi ». Vous avez dit ça dans une interview. Voilà. Foc fait bruit pour lever pays passe Ikadomi. Je crois qu'il s'agissait de justifier le titre « Je suis un cri ». On m'avait demandé peut-être de l'expliquer. J'avais sûrement répondu cela. Oui. Parce que le titre, je l'ai choisi en 2012, donc il y a très longtemps. Et pour moi, c'était vraiment pour sortir le pays de la léthargie, un cri pour réveiller, pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe, ça suffit, il faut qu'on se réveille là, quoi. Mais apparemment, vous êtes inspiré d'un tableau? Non, non, le tableau, c'est Francine qui, dans la présentation, va en parler, fait la comparaison entre les deux, mais le tableau, je l'avais déjà vu, mais au moment où j'ai choisi le titre, je ne pensais absolument pas au tableau. J'étais vraiment sur le titre de Mona, les un homme levé, les un homme parlé, moi les sorties qui n'y a pas qu'à attendre. J'avais plus ce rythme-là et ce morceau en tête quand j'ai choisi le titre, Je suis un cri. D'accord. En me disant, si là on nomme pas les Yopakatan, peut-être que là on nomme crier Yopakatan. Mais quand vous dites je suis un cri, vous dites pas je pousse un cri, vous dites pas j'écris, vous dites autre chose. Oui. Voilà. Je suis un cri, vous dites quoi exactement? Je dis que ce que je porte, ce que je suis, c'est un cri. Alors après, il faut décortiquer le cri, tout ce qu'il y a de contenu dans les textes. Mais je crois que l'ensemble des textes est porteur, on dit, de colère, d'indignation, de révolte. Et c'est cet ensemble qui m'amène à dire que je suis un cri à travers l'œuvre que je propose. Et donc, je ne sais pas, parce que je découvre votre livre là maintenant, mais est-ce qu'il y a ce sont des poèmes, hein, chers amis. Je vous rappelle que M. Briand est enseignant, militant associatif, et j'ai vu passionnément amoureux de son île natale. C'est pas un pays, c'est une île. C'est pas un pays. Alors, je dis île parce que, dire pays, nous sommes sur des définitions à géométrie variable. Pour certains, nous sommes pays. Pour d'autres, nous sommes régions ultra-périphériques. Il n'y a pas très longtemps, nous étions encore départements. Pour certains, nous sommes départements, régions, pays. C'est ça, on est sur des définitions à géométrie variable. Pour ce qui me concerne, nous sommes pays. Mais vu que le cadre étant ce qu'il est, je préfère parler de mon île, tout simplement. Comme ça, je mets tout le monde d'accord. Mais au fond de mon cœur, c'est un pays, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'on est passionnément amoureux de son île? Parce que je pense qu'il y a dans ce pays qui ont plus le cœur bleu, blanc, rouge que martiniquais, et par conséquent, leur amour est ailleurs. Ils vivent dans ce pays, mais leur amour est ailleurs. Ce qu'ils portent dans leur cœur, c'est l'ailleurs, et c'est peut-être cette différence que j'ai envie de marquer en disant que je suis profondément amoureux de mon pays ou de mon île.
Et dans le choix que vous avez fait du support, c'est-à-dire des poèmes, parce que sur les 3 livres, il y a un livre de nouvelles et 2 de poésie, c'est ça? Deux de poésie et un de nouvelles, le 3e. Voilà, je vous fais voir un peu les couvertures. Alors, vous m'avez dit qu'on les trouve en librairie. Donc ici, celui dont on est en train de parler, c'est ça. Je suis un cri, vous le voyez, mais vous avez écrit Nouvelles de la dernière lunaison. Ça, c'est le dernier. Et le 2e, donc, qui est entre les 2, c'est celui-là. On ne voit pas bien le titre. Une date, un repère. Donc, c'est ça, 2 livres de poésie, 1 livre de nouvelles, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a dicté ce support, en tout cas ce choix? Le recueil de nouvelles, c'est une parenthèse, ce sont des nouvelles autour des fêtes de fin d'année. D'accord, j'ai vu sur Noël et tout ça. C'était un message particulier pour partager des senteurs, des couleurs, des choses du pays. Et donc c'est un peu une parenthèse dans la production. Je suis en train de terminer un autre recueil de nouvelles, toujours autour des fêtes de Carnaval et Pâques. Et après la parution de ce 2e recueil de nouvelles, je pense revenir à la poésie avec un recueil qui est en cours de préparation. Mais c'est parce que parce que Clarisse, par exemple, elle écrit des romans, c'est son 3e. Et vous n'avez pas fait le choix de dire les choses par un autre genre littéraire? Je n'ai pas choisi d'écrire pour une raison très simple, je ne suis pas littéraire de formation. J'ai une formation de sciences et techniques industrielles et c'est un peu par hasard que j'écris. Et j'ai eu l'occasion de dire sur une radio que je crois que la poésie m'a choisi parce que mon écriture est spontanée, le texte arrive de manière vraiment surprenante. Je suis en cours d'activité, parfois en train de rouler et j'ai un texte qui arrive, j'ai envie de dire que je reçois. Parfois, je m'arrête sur la route pour noter les idées qui me viennent. L'inspiration, c'est l'inspiration spontanée. Et quand je termine, le texte est quasiment terminé. Donc, vraiment, l'inspiration est spontanée. Le texte vient de manière, j'ai envie de dire, brutale. Presque sans retouche. Brutale. Et le texte est quasiment terminé. Après, je fais quelques retouches de forme, mais vraiment, ce qui caractérise mon écriture, c'est le fait qu'elle est spontanée. Le texte arrive quasiment terminé. Et de manière frénétique, je m'efforce de le prendre pour ne pas perdre le fil des idées. Parfois, sur l'ordinateur, je trouve que ça va pas assez vite. Il m'arrive de me réveiller la nuit et puis je me rends compte que j'ai envie d'écrire quelque chose, je passe à l'ordi et le texte, quand je m'arrête, il est terminé. Et c'est ainsi que je dis que j'ai pas choisi d'écrire des poèmes, la poésie m'a choisi. Et les nouvelles, c'est plus des souvenirs d'enfance que j'avais envie de partager avec les jeunes lecteurs. Mais pour la poésie, c'est vraiment un phénomène particulier. Je crois que je suis dans une posture de passeur où... Mais est-ce que c'est pas parce que vous réfléchissez à ces problématiques depuis très longtemps? Parce que j'ai vu qu'il y a des types très différents, mais il y a peut-être un fil conducteur, non? On voit beaucoup des problématiques sociales, des problématiques identitaires, le rapport au pays. C'est sûrement d'avoir toujours été dans l'action, puisque depuis le lycée, j'ai été militant lycéen. Ensuite, j'ai toujours été dans l'associatif, soit au niveau syndical, soit au niveau politique et maintenant au niveau sportif. Donc j'ai toujours été un acteur dans la vie du pays. Donc forcément, je réfléchis à pas mal de problématiques. Mais pour autant, je ne crois pas que ce soit par rapport à cette réflexion que je suis venu à écrire. J'ai commencé à écrire et à partager à l'arrivée des réseaux sociaux, mais vraiment parce qu'il était intéressant de partager. Donc à travers les blogs, il m'arrivait de développer des choses assez longues, assez intéressantes. Et c'est de manière fortuite que quelqu'un m'a dit un jour, mais ce que tu écris, pourquoi tu le jettes? Il ne faut pas jeter. Puisqu'évidemment, les textes après, je les éliminais. Et c'est ainsi que, vraiment par hasard, je me suis retrouvé en position de proposer un texte à un éditeur. Je n'avais vraiment pas prévu de suivre ce cheminement. Et donc, c'est un peu par hasard que je me retrouve aujourd'hui à ma 3e production. Mais ce n'était pas vraiment... La démarche initiale ni la recherche. C'est vraiment sur un cursus lié par le hasard. D'accord. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? C'est-à-dire dans votre manière de militer aussi? Puisque j'ai cru comprendre que vous êtes, au-delà du militant associatif, vous avez aussi été un militant. On peut dire qu'il y a des considérations politiques dans votre démarche, non? J'étais... Sous-bassement?
Bon, quand on est militant associatif, on est forcément dans la politique. Donc, puisqu'on... Oui, il y a politique et politique. Ouais. Tout ce qui concerne la vie de la cité, c'est la politique. J'ai vraiment eu à participer à des mouvements politiques sur ma commune natale Saint-Esprit dans la décennie 80-90. Mais ensuite, j'ai abandonné cet engagement. Et donc, le fer de lance de la démarche, c'est pas vraiment la politique. Bon, ben, c'est plus une forme de lucidité et d'envie de dire des choses. En tant qu'enseignant, je suis quand même au contact de la jeunesse en permanence au quotidien. Et l'analyse de l'évolution des choses ne permet pas de rester indifférent. Je pense que plus que c'est ce vis-à-vis quotidien avec la jeunesse, cette analyse de l'évolution qui m'a amené peut-être à avoir envie d'exprimer des choses, de partager le fruit des réflexions et que l'on retrouve sûrement à travers certaines thématiques qui sont développées. Je ne sais pas, Clarisse, vous voulez jeter un petit coup d'œil pour communiquer aussi, mais la question qui m'intéresse de vous poser, que je voulais vous poser, c'est il y a, même si vous me dites que vous êtes inspiré et que les choses vous viennent comme ça de manière... L'écriture est presque une écriture sous influence, hein, puisqu'il y avait... j'ai l'impression que vos choix, mais aussi les explications que vous donnez sur ce que vous écrivez, etc., c'est autrement engagé. C'est pas véritablement de l'entertainment, de la distraction. Il y a un positionnement qui relève de l'engagement, justement. Oui, mais travaillant en lycée professionnel avec des jeunes qui sont de toute façon les laissés pour compte du système en situation d'échec, on ne peut pas être dans le doudouisme, dans le folklorisme, dire le pays il est beau, les plages sont belles, les femmes sont belles, la musique, non, je crois qu'il y a d'autres qui font déjà cela et qui le font bien, donc il n'y avait rien à ajouter à ce niveau. C'est plus par rapport à ce quotidien, cette interrogation. Ma génération, celle des années 50, a eu une enfance difficile, a assisté à toute l'évolution de ce pays, mais aujourd'hui, voit l'état de délabrement du pays aussi, la fin de beaucoup de rêves, et s'interroge le cheveu du grand-père sur quel pays nous laissons à nos enfants ou à nos petits-enfants. Et c'est dans cette analyse, dans cette visée, que j'inscris ma réflexion. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de nos rêves? Qu'avons-nous fait de nos utopies? Et quel monde? C'est la problématique du développement durable aujourd'hui. Et dans cette optique, pour nous, sous ce petit pays, quel pays laissons-nous à nos enfants? Et je m'inscris dans... Je crois qu'il y a des textes qui s'inscrivent dans cette réflexion, dans cette analyse. Oui, mais quel rêve, quand vous parlez de nous avons eu des rêves qui ont été portés effectivement par des hommes, des femmes... on ne va pas dire autrement courageuse, on va dire simplement que l'époque était moins, on va dire, les contraintes, les formes aussi d'exercice, de surveillance étaient moins élaborées, donc il y avait encore un espace de liberté. Oui, les urgences n'étaient pas les mêmes aussi, mais je crois que un moment... Pour la décennie 70, l'urgence était de faire du social. Mais une fois que les fondamentaux ont été atteints, qu'a-t-on fait de plus? Et je disais récemment... On ce serait qui? C'est le peuple de manière générale? L'ensemble des décideurs est poussé par le peuple. J'ai connu ces campagnes municipales où il s'agissait de viabilisation, d'électrification, d'amener l'eau courante, le téléphone, le bien-être à la population. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'une campagne électorale. Les problématiques développées sont quoi aujourd'hui? Il ne s'agit plus d'électrifier, d'amener du confort, de l'eau potable, etc. Quelles sont les problématiques qui sont développées aujourd'hui? Ça vous parle, Clarisse, cette problématique-là? Oui. Je trouve que ça a l'air sensible. Mais je voudrais comprendre le cœur de ce que vous écrivez.
D'où vous vient ce... Je ne sais pas profondément ce que vous écrivez. De lui vient. Je ne sais pas, il faudrait... Je pourrais plus répondre à travers certains textes, mais ce qui me motive, je l'ai dit, on le dit dans une présentation, je suis amoureux fou de ce pays, en ce sens que j'ai choisi d'y vivre. Vous êtes martiniquais? Je suis martiniquais de naissance. Donc vous avez pas choisi. Je ne dirais pas que c'est le plus beau pays du monde. Je crois que le monde dans sa globalité est beau. Il y a de beaux pays partout, mais mon choix a été de vivre ici. Vous n'êtes jamais parti, quoi. Je suis déjà parti, mais j'ai... Vous n'avez pas voulu, comme Louise, partir ailleurs. J'ai eu la hantise à un moment d'être le prochain de ma patrie à partir via le Bunidom, parce que ce qui me précédait était parti, je me disais, tiens, mon tour va arriver, et je ne voulais pas partir. En termes de choix de carrière, j'ai fait le choix de ne pas passer de concours nationaux, parce qu'avec le concours, il y avait l'obligation du premier poste dans l'Hexagone. J'ai dit non, je ne passe pas le concours, je préfère rester chez moi, tant pis, je serai en situation précaire. J'ai fait le choix dans ma carrière de ne pas passer le concours de direction, parce que passer le concours de direction, c'est accepter un poste dans l'Hexagone. Donc je crois que mon moteur a été l'amour de mon pays, l'envie d'y vivre, même s'il y a d'autres pays que j'aime. La Guadeloupe, je l'aime presque autant que la Martinique. Vous y avez travaillé? J'y ai enseigné. Non, j'y ai fait mes études, je migre très souvent, j'ai de la famille qui y habite, mais je crois que c'est peut-être l'amour du pays qui est le moteur de la source de l'inspiration. Vous n'êtes pas du tout critique vis-à-vis du... On peut adorer son pays et être un peu critique, si. Je sens qu'il y a quand même des critiques. Ah non, je suis très critique vis-à-vis du pays. Très critique. J'essayais de définir... Quel genre de critique, j'aimerais bien les titres à travers les titres que vous avez choisis pour vos poèmes. Je vois celui-ci qui s'appelle Patrie. Patrie, il traduit quelque chose? Patrie? Oui, Patrie, il traduit quelque chose. Dans le sens du rapport amoureux que vous avez avec votre... Oui, mais dans le sens d'une découverte progressive. Quand je suis arrivé en Guadeloupe en 1977, je me suis rendu compte que les Martiniquais résidant en Guadeloupe étaient en liénage. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, chez nous dans le pays, il n'y a aucune solidarité, aucune fraternité. Mais en Guadeloupe, ils sont liés, les Martiniquais sont en réseau, et j'ai un frère qui y vit. Et ensuite, arrivant en région parisienne, je me suis rendu compte que les Martiniquais et les Guadeloupéens étaient en réseau. D'ailleurs, on parle de communauté antillaise. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, ça se bat à longueur de journée. Sur le campus, ça s'insulte à longueur de journée. Et dans la région parisienne, par contre, le simple fait de savoir que lui, il est de Guadeloupe, on se sent proche de lui. Et c'est donc là que l'importance de la conscience nationale que d'autres développent très bien d'ailleurs, mais est apparue. Et quand je parle de patrie, c'est un peu sous ce symbole, pouvoir dire « je suis de tel endroit ». Cet endroit, je m'identifie à lui, je viens de là, là c'est chez moi. Je peux être partout ailleurs très bien, mais là c'est chez moi. Quand on voit des Martiniquais qui vivent en Australie, ils sont très bien en Australie, ils n'envisagent pas de revenir en Martinique, mais ils ont dans leur salon, bien en évidence, une carte de la Martinique pour dire je suis de là. Oui, j'ai vu que vous avez dit que vous vous définissiez aussi comme étant du tout monde, mais vous avez besoin de cette racine importante. Pour répondre, continuer sur la question de Clarisse, vous voyez, lui, il dit il n'avait pas envie de l'ailleurs comme votre héroïne. Comment ressentez-vous ça? Je respecte. Et vous pensez qu'il nous faut aller ailleurs pour grandir? Mais c'est un cheminement différent parce que l'ailleurs nous était imposé. J'ai vu partir tout ce qui me précédait. Il explique bien qu'il a... Et je me rendais compte que je serais à mon tour obligé de partir. Ils n'ont pas choisi de partir, ils étaient obligés. Aujourd'hui, bon, c'est à l'ordre du jour les effets du Benidorm sur la situation du pays Martinique. Mais en 68-70, on ne savait pas quelles seraient les conséquences. Simplement, le gamin que j'étais appréhendait le jour où j'aurais à partir aussi. Je crois que parce que j'ai vu partir 5 avant moi, j'ai fait le choix de ne pas partir et ce choix a orienté mes choix de vie. Et ce sont des personnes qui ont été coupées de vous, qui ne sont plus revenues? Mon frère aîné n'est jamais revenu, il est aujourd'hui retraité, toujours dans l'Hexagone. Mes 2 sœurs sont rentrées quand elles ont pu, au bout d'une quinzaine d'années, un peu plus.
Et j'ai un frère qui, lui, ne peut pas rentrer parce qu'il est en situation de handicap, il est déficient de la vue, il est sur Toulouse. Et par rapport à l'absence de structure en Martinique, Toulouse, c'est la région où vraiment un déficient de la vue est vraiment bien pris en charge. Donc ils sont quand même 4. Sur les 5 qui étaient partis, un est décédé, 2 ils sont toujours et 2 sont rentrés. Mais ça coupe le lien aussi, le lien familial. Mais c'est la situation de toutes les familles martiniquaises. Oui, cette familiarité, cette proximité, on l'appelle. Qu'est-ce que je voulais poser la question, quand vous dites que vous êtes amoureux de votre île, je comprends, parce que moi aussi, même si ça ne se sent pas dans mon livre, je suis amoureuse de mon île. Mais comment vous pouvez, est-ce que vous avez vécu ailleurs assez longtemps pour comparer la Martinique à un autre pays, à un autre lieu? Assez longtemps, oui. J'ai quand même, pour la Guadeloupe, j'ai passé 2 années, la Guyane 1 année, les autres îles de la Caraïbe, j'ai eu l'occasion d'y voyager, même si ce sont des séjours relativement courts, sur 1 semaine ou 15 jours. Mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion de voir suffisamment de lieux différents pour reconnaître que nous n'avons pas le monopole géographiquement de la beauté en Martinique, mais pour dire que ça me plaît d'être ici et pas ailleurs. Voilà, vous vous sentez bien. Non, mais moi, je vois là plutôt le besoin de racines. Alors, dans Patrie, vous dites, pendant des siècles, tu fus le rassembleur, le guide et le fédérateur des hommes dans l'action, socle inébranlable, ciment inaltérable. Dans toutes les civilisations, tu as fait jaillir le sang, laissant parler les armes, faisant couler les larmes, sans jamais éteindre la rage qui s'allume. Quand on prononce ton nom avant d'ouvrir le banc, tu habites les pensées, obsessions permanentes de tous les exilés dont tu habilles les rêves, tu guides les réfugiés qui recherchent un asile pour poser leurs baluchons en fuyant la tourmente, tu portes les senteurs des jours de l'enfance, ces odeurs obsédantes qui hantent encore nos rêves, paysages olfactifs, porteurs de fragrances, où nos pensées s'envolent quand elles recherchent la sève. Tu es une vieille image gravée dans le cerveau, une rue, un quartier, un minuscule village, une image poussiéreuse figée pour l'éternité, témoin du temps perdu au gré de nos errances. Tu éveilles la conscience la plus profonde de l'homme qu'il appelle nationale afin de rendre hommage à la terre bénie qui a fait de lui homme, enfant de la patrie sur la terre des hommes. Ça veut dire que la patrie, c'est pas une terre nécessairement, c'est un tas de choses, c'est une image, c'est un souvenir, c'est tout ça, non? C'est tout ça, mais pour celui qui, quand un individu fait référence à sa terre natale, il ne fait pas forcément référence à un drapeau. Les souvenirs que l'on garde sont divers en fonction des individus. Il y a des Antillais qui ont laissé la Martinique il y a 40-45 ans, qui n'y sont jamais revenus. Quand ils pensent au pays natal, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme image. Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Mais ils ont gardé quelque chose. J'ai des amis guyanais, enfin des Martiniquais établis en Guyane, qui me disent qu'ils ne se voient pas revenir en Martinique. Mais quand ils parlent du Saint-Esprit de la commune natale, ils parlent du Saint-Esprit de ce qu'ils ont gardé des années 60 quand ils sont partis. Et donc c'est la patrie, pour chacun garde comme image de la patrie quelque chose de particulier. Mais c'est toujours une chose que l'on porte au fond de soi. Ça peut être, la patrie peut être aussi ailleurs, pas absolument en Martinique, ça peut être en Australie. Si on aime l'Australie, ça peut être en France. Oui, pour chaque individu, la patrie, c'est son lieu de référence. Cœur, oui. Non, c'est une patrie du cœur, mais la patrie, en tant que phénomène géographique et culturel, c'est localisé. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Maintenant, on peut décider qu'on n'aime pas ce qui nous a été donné d'avoir par naissance, et puis de se choisir un pays. Voilà, mais c'est un luxe. Les 3/4 des gens n'ont pas, même nos compatriotes martiniquais qui partent, ne sont pas dans des choix. Ils sont souvent dans les choix du non-choix. Mais évidemment, c'était ça. Donc la question, c'est comment nous regardons tout ça. Mais la question pour moi, c'était que Clarisse vous posait, c'était tout au fond de vous-même, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous agissait, qui vous motivait? Et il me semble que vous avez c'est une manière, peut-être pas une manière, oui, c'est de la poésie, de toute façon, elle dit ce qu'elle dit, mais vous avez peut-être aussi besoin d'un outil
pour dire ce que vous ressentez, j'ai l'impression qui est très fort, parce que vous avez signalé que vous travaillez avec des jeunes dont vous voyez la difficulté ou les difficultés, et vous avez l'impression que nous avons perdu du terrain, que nous sommes en train de péricliter, et que, bon, la petite mort qui est annoncée, qui va devenir la grande mort, elle est bien en train de s'installer chez nous, en nous. Hein? On aurait perdu espoir, on n'aurait pas de... Est-ce que dans vos livres, vous interpellez vos publics sur ça, sur cette dimension de notre être en disparition, ou bien, je ne sais pas, comment est-ce qu'on qualifierait, on définirait plus précisément votre travail? Je ne sais pas, c'est au lecteur de le dire. Ce que j'essaie de partager, c'est... comment le formuler? C'est l'amour déjà. Bon, c'est l'amour, c'est vrai, mais c'est aussi la non-résignation. Ce qui me frappe au niveau du public avec lequel je travaille, bon, c'est des gamins de CAP ou BEP ou de bac professionnel, c'est leur niveau de désespérance à cet âge. Oui. Ah, oui. Ces gamins sont complètement tristes, complètement gris, complètement abattus. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'envie. Ils sont amorphes, ils sont éteints. Ils ont à peu près quel âge? Ils sortent de troisième, ils ont 15, 18 ans. Et même si je sais qu'on ne doit pas faire de comparaison entre générations, je me souviens de ma génération, mais à l'âge de 16 ans, ce que nous avions comme envie, comme enthousiasme, comme espoir, comme force, comme étincelle à l'intérieur, cette génération, elle est éteinte. Alors, il faut s'interroger sur comment progressivement on en est arrivé à cela. Je suis quand même à ma 37e année en tant qu'enseignant, donc j'ai du recul. Vous avez un poème qui nous parle de cet aspect? Non, j'ai certains textes que j'ai écrits sur cet aspect, mais ils ne sont pas encore publiés. Je ne sais pas si je vais les publier. J'ai un texte que j'ai écrit, que j'ai appelé dans un lycée pourri. Je ne sais pas si je peux le publier parce que peut-être quand je serai à la retraite, mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais vraiment, c'est l'évolution au niveau des cohortes, au niveau des générations, elle est palpable. Là où des gamins en difficulté avaient envie, et c'était un challenge. Il va falloir qu'on s'arrête. C'est un challenge pour l'enseignant, pour le pédagogue. Vous voulez le lire, se demander, mais comment je ferai pour qu'ils arrivent à comprendre ça? C'est difficile, ce concept, je ferai comment? Aujourd'hui, il n'y a pas à essayer, ils sont couchés et ils dorment. Sont couchés, je sais. Ils ne veulent pas essayer. Bien sûr. Les gamins refusent d'allumer un ordinateur sur une séance de 2 heures. Bien sûr. Et ne pas essayer, c'est dramatique. Oui. Comment leur redonner l'envie d'essayer, l'envie d'oser? Et la réponse, nous ne l'avons pas. Et c'est peut-être cette résignation que j'essaie de combattre à travers et qui vous dit aussi, vous donne parfois peut-être un sentiment d'échec, et quelle solution miracle trouver? Échec parce que collectivement nous avons échoué, ma génération et celles qui ont suivi, puisque j'ai aujourd'hui des gamins qui j'ai eu leurs parents comme élèves de toute façon. Ma génération et celles qui ont suivi ont échoué parce que dans le partage, il y a quelque chose que nous n'avons pas su faire. Il y a quelque chose, une transmission qui n'a pas su se faire. Mais nous ne sommes pas libres de transmettre quoi que ce soit. De partager en tout cas. De partager, mais socialement, rien n'est en place pour qu'on soit un groupe qui prend en charge sa destinée. Donc c'est évident que nous allons à l'échec, mais un échec fracassant. Vous voulez bien nous lire, parce qu'il dit, ça va être le mot de la fin. Vivre libre et mourir. Vivre libre et mourir est le cri de révolte que je lance à la ronde. C'est mon choix de vie. Pas un râle d'agonie, je veux vivre toujours libre, faire exploser les chaînes, vivre libre et mourir. Entendez-nous? Entendez-vous mon cri? Je suis un rebelle. Le rebelle doit-il mourir? Est-ce une histoire immuable? Depuis la nuit des temps, les fers pour la vie, la réclusion perpétuelle, destinée toute tracée pour les récalcitrants, vivre libre ou mourir. Dilemme pour les marrons, vivre libre et mourir. Mon tourment d'aujourd'hui, plus de chaîne visible, pas de chaîne invisible non plus. L'heure du marronnage a sonné pour moi. La mort viendra-t-elle briser mon élan? Tout rebelle l'attend, c'est sa destinée. La fierté retrouvée, l'honneur est toujours sauf sur les chemins tortueux vers la liberté. Un cri de révolte jaillit avec force. Je suis seule à entendre cette colère. Elle me porte comme une vague invisible
qui me larguera inerte sur la grève échouée. Vivre libre et mourir, c'est un cri que je lance au monde. Son écho retentit au plus haut des mornes. Merci beaucoup, Clarisse. Voyez, je suis un cri, on ne pouvait pas terminer l'émission avec un texte plus approprié, vous voyez. Et il me semble que ça traduit assez ce que vous voulez nous transmettre. Et donc c'est de l'espoir en même temps. On n'est jamais dans quelque chose de très violent ou d'agressif. On est dans le constat que voilà, on veut être aussi acteur de sa vie, mais parfois on est démuni, on n'a pas d'armes pour aider aussi ceux qu'on voudrait aider. Parce que vous êtes enseignant, vous êtes à un poste clé pour aider, mais est-ce que la société vous donne les moyens d'aider? Il n'y a peut-être pas d'armes miraculeuses, mais il faut forger les armes. Voilà, il faut forger les armes. J'entends notre technicien Hervé, que nous remercions pour nous avoir accompagnés, et Zouk TV également, qui nous donne la possibilité de magnifiques rencontres comme celle-là. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nos invités, et je leur demande donc de vous saluer avant que nous n'arrêtions l'émission. Allez-y. Un grand merci à tous les spectateurs de Zouk TV. D'accord. Merci. On trouve mon livre au Papillon Bleu, au centre de la Véranda. Laissez-la chanter. Voilà, Laissez-la chanter, oui. À la librairie antillaise, du Rond-Point, de la Galéria. Et puis il y a tous ceux il y a les trois de Monsieur Briand, voilà. J'ai vu celui de Clarisse, le vôtre, il était à la librairie antillaise. Et donc les vôtres, ils arrivent. Présence créole. Présence créole Et pour Alexandre, ils vont arriver bientôt. Voilà. Vous voulez donner un portable rapidement? 34 86 80. De Monsieur Briand. Et la page Facebook Arthur Briand. Page Facebook Arthur Briand. 06 96 45 76 07. Voilà, merci chers invités. Beaucoup, merci également chers téléspectateurs et merci. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission. Au revoir.